Bonsoir madame, bonsoir monsieur, heureux de vous retrouver une semaine après dans l'émission Le Cercle des journalistes. Cet après-midi, nous allons parler toujours écho de nos communes. Nous irons dans la commune Lac 2 et Lac 4, Lac 4 principalement, où se déroule en ce moment le renouvellement des CDQ. Et nous avons invité le directeur du cabinet Lumen Service, Padé et Comlan, pour nous en parler. Bilan Covid-19 au Togo et dans le monde, on en parle. Et puis le foyer donc de Covid-19 qui a été découvert à l'Institut Assomption de Sokolé. L'école a été fermée jusqu'à nouvel ordre. Et puis les jeunes de Dapon, lundi, ont manifesté dans la nuit pour décrier le couvre-feu. Ils ont donc exprimé leur ras-le-bol par rapport à ce couvre-feu qui est relatif au Covid-19. Bientôt, une université à Palimé. Est-ce que ce sera véritablement bientôt? On en parle dans cette émission, le cercle des journalistes. Éducation, le CET, le syndicat des enseignants du Togo, interdit de tenir son assemblée générale constitutive à Tapamé. L'interdiction a été donc donnée par Madame le maire, Madame Cuigan. Et puis, parmi ces syndiqués, 10 auront leur mise à pied par le ministre de la fonction publique et seront privés de salaire à la fin de ce mois. Le comité pour la libération des détenus politiques a tenu une conférence de presse hier, un comité piloté par le professeur Dossé David, avec bien évidemment Claude Améganvi. Nous allons en parler dans cette émission avec Justin Anani en ligne de Lomé. Nous allons également parler de ce comité de soutien à la DMK, la dynamique Monseigneur Podro au Mali, qui continue de soutenir la victoire de Agbeyome Kodjo. Il n'y a pas que lui, il y a également un Français du nom de Nado, qui a déclaré à l'Assemblée nationale que dit-on de la victoire d'Agbeyome Kodjo le 22 février dernier au Togo, pendant que la Cour constitutionnelle, la CENI, toutes les grandes institutions qui organisent les élections ont reconnu la victoire des forces ressortissants Nyasimbe. Présidentielle au Bénin d'à côté, ce sera le 21 avril prochain. Est-ce que Patrice Talon ira haut les mains pour gagner cette présidentielle? On va en parler dans le cercle des journalistes de tout à l'heure. Et puis, le confrère de l'AIT en ligne de Tchévier nous parlera sport. Il va surtout aborder les nouvelles sportives au Togo, quelques transferts, la CAN U20 qui se déroule en Mauritanie en ce moment avec la bonne santé du Ghana, et puis l'humiliation du FC Barcelone, donc par le Paris Saint-Germain, humilié hier 1-4, Mbappé qui inscrit 3 buts. Voilà les grands sujets que nous allons aborder dans cette émission, le cercle des journalistes. Déjà en studio, nous avons les confrères Togbe et Latéko qui est là. Bonsoir Togbe. Bonsoir Tony, bonsoir chers auditeurs de la radio d'État Santé. Bonsoir Yves Kesson. Bonsoir Tony, bonsoir chers auditeurs de la radio-télévision d'État Santé. Voilà, merci d'être là, chers confrères. La technique, c'est comme Christophe qui va nous accompagner. Alors, certains confrères vont intervenir par téléphone, notamment Ernest Khodanousaï, avec la rubrique que nous lui avons consacrée, bilan Covid-19 au Togo dans le monde, et puis d'autres sujets encore. Félix Anou de sa vie que nous avons envoyé quelque part. Il nous reviendra probablement autour de 17h s'il est vite libéré. Justin Anani va nous faire le plaisir donc d'être à notre compagnie depuis Lomé. Et voilà donc les confrères qui sont ici et là pour intervenir dans ce programme Écho de nos communes. Je ne sais pas si les confrères, vous avez des informations par rapport aux activités de certaines communes. Je sais que dans la commune Lac 4, c'est pour d'ailleurs cela que nous avons invité M. Padé Comlan qui n'est pas encore arrivé, le directeur de cabinet Lumen Service, qui est en train de renouveler avec son processus qu'il connaît tant et qu'il maîtrise mieux. Eh bien, il a été sollicité par le conseil municipal de la commune La 4 où c'est le renouvellement en ce moment des CDQ, des CBD dans la commune. Je sais que déjà à Fiata, à Rangoumé, à Koliafor, les bureaux CVD sont déjà donc élus et puis il y aura la formation dans les prochains jours. Oui, je crois que c'est l'occasion de saluer une fois encore le travail bien fait de cette structure, Lumen Service, qui se met en quatre. Il a commencé dans la commune de Lac 1 et il a intervenu dans la commune de Lac 2. Et aujourd'hui, toujours dans la préfecture de Lac, il intervient à présent dans la commune de Lac 4.
Personnellement, j'ai eu l'honneur, le privilège d'assister à ces élections dans la commune de Lac 1, dans la commune de Lac 2 également. Bon, je n'ai pas encore mis pied dans la commune de Lac 4 pour savoir ce qui se passe là. Oui. Et en termes d'information, je dirais que suite à la mise en place de ces CDQ et CVD, notamment dans la commune de Lac 2, où il n'y a que des CVD, le CVD de Agopame a mis en place les commissions spécialisées. Puisqu'en fait, il faut 3 structures. Il y a le bureau, il y a le CS, le comité de surveillance, oui. Et puis il y a les commissions spécialisées. Je crois qu'au total, il y en a 4. La première commission, ça doit être l'éducation, la deuxième, l'environnement, la troisième, la santé, et puis la quatrième, culture, sport et loisirs. Ah, c'est très intéressant. Ça, c'est une organisation interne pour bien gérer les activités dans le village d'Agopame. Exactement. Donc, dans chaque commission, il y a 3 membres guidés par un président. Donc, en tout, pour les 4 commissions, ils sont 12. Ils sont 12 à porter les différentes thématiques qui sont déclinées en commission et donc soutenues par la population. Et je signale que cette élection a été faite en présence du chef du village d'Agopame, M. Ekoe Anani, et personnellement d'ailleurs, avec le soutien de la population qui s'est mobilisée le samedi après-midi pour pouvoir mettre en place je dirais, ce groupe de travailleurs, parce qu'il y en a 4 en tout. Donc, nos félicitations au CVD Agopame, le président Fabrice Adjanor, qui est en même temps le vice-président communal oui. Lac 2. Et il faut signaler Fabrice Agopame est le vice-président des villages de la commune de Lac 2. Je dis, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Je comprends. Maintenant, il y a aussi à Clacou, oui, vous aurez la parole à Clacou, vu l'étendue de la ville aujourd'hui, vu la taille de la ville, bien, la mairie, en collaboration avec, bien évidemment, le cabinet de mes services, ont trouvé mieux qu'au lieu d'installer ou de voter pour un bureau de CVD d'Aclacou, il vaut mieux plutôt aller par des CDQ comme ça a été fait à Aniro par exemple. Aclacou est devenu une très grande ville aujourd'hui. Il serait beaucoup plus profitable à la commune, tout comme aux populations, d'aller par CDQ pour les fédérer, pour en faire un bon CVD. C'est ce qui est en train d'être fait. Et les élections ont déjà eu lieu. Je crois que le même service viendra nous donner plus de détails. Je sais que tu avais quelque chose à dire. Oui, l'acte 2, je crois, c'est à AVV la fois dernière, on a vu des jeunes porter des chasubles lors des petites cérémonies, même au niveau de certaines maisons. J'ai remarqué que ces jeunes ont sous leurs mains les cache-nez et qu'ils essayaient de distribuer et de faire de sorte de sensibiliser. Dans les maisons, ils faisaient de porte à porte, donc j'étais un peu surpris et je leur ai demandé qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Ils m'ont dit que c'est le maire et le chef du village qui ont instruit ces jeunes de faire de sorte que ces genres d'activités s'organisent au moins une fois dans le mois pour, n'est-ce pas, essayer d'activer, parce que nous sommes en train d'oublier un peu coronavirus. Oui, les gens ont baissé la garde. Il faut rappeler toujours qu'en ce moment, même la Covid-19 prend de l'ampleur, selon les chiffres donnés par le gouvernement, que va partager avec nous le confrère Ernest Rodonstrelli de Lomé tout à l'heure. Je voudrais simplement féliciter les initiateurs, en l'occurrence le maire et le chef du village d'AVV qui ont pris cette initiative. Je voulais que ça soit copié par certaines personnes aussi, parce que nous sommes au Togo. Est-ce que les jeunes sensibilisent les populations pour leur rappeler que le coronavirus existe? AVV est sur une frontière, le fleuve Mono, les gens peuvent traverser à tout moment la frontière et de part et d'autre, même si la frontière est officiellement fermée. Bien sûr que c'était ce que j'ai vu et ça m'a plu. Et j'ai essayé de les approcher. Ce sera beaucoup plus facile maintenant à Agopame, vu que Agopame a installé des comités pour faire ce travail-là. C'est travail de veille. C'est des jeunes qui se connaissent, qui ont la volonté de faire quelque chose pour leur
localité. Donc cela m'a inspiré beaucoup de choses que nous sommes capables, si nous aimons notre localité, c'est une bonne œuvre citoyenne. Voilà. Nous sommes capables de le faire si nous avons la volonté. Donc, il faudrait que d'autres personnes essaient d'inspirer de ce qu'ils ont fait pour éradiquer, si nous avons la capacité, nos négligences. Parce qu'actuellement, ce coronavirus sévit au Togo. Merci. Merci pour cette information qui nous vient de AVV dans la commune Lac 2. Je crois que le chef du village d'AVV est un homme avisé. Hein. Il a de bonnes idées. Voilà, il met en pratique véritablement cette idée-là qu'il faut saluer, comme tu le dis, qu'il faut également appliquer dans d'autres localités. Pourquoi pas, puisque quand vous prenez un peu la commune Lac 2, il y a beaucoup de villages qui sont des villages frontaliers. AVV, Pondavé, Adamé, c'est le fleuve Mono, à Gbanakin pareil, à Gokwame, Sekor, voilà. Et on sait quand même qu'en tout temps, il y a eu des réticences sur la ligne à Gokwame jusqu'à Gbanakin. Je crois que maintenant, ça va, les gens ont compris qu'il faut lutter contre la Covid-19. Oui. Cela a obligé plusieurs fois le maire à descendre sur le terrain personnellement pour sensibiliser les gens, distribuer des cache-nez, rappeler à l'ordre certains forces de l'ordre de sécurité, de défense, qui parfois ferment les yeux et il faut les rappeler à l'ordre. Ça a été fait maintenant, je crois que ça va. C'est l'occasion pour nous encore de dénoncer, le mot n'est pas mal choisi, de dénoncer cette psychose qui a été créée au tout début de cette crise, de cette pandémie-là. Au lieu d'organiser une psychose, il vaudrait mieux plutôt d'aller en sensibilisation pour que les gens comprennent, parce que quand les gens ne comprennent pas, tout de suite ils se braquent et puis il y a des antagonismes qui se mettent en place. Ce n'est pas normal. Il y a une pandémie, il y a une maladie, une crise qui secoue le monde entier. Je crois qu'il faut parler aux gens. Les gens ne sont pas des sourds. Et au lieu d'aller avec, je ne sais pas, les corps habillés, armes au poing, aujourd'hui, les gens ont vite fait de se braquer en fait. Donc c'est mieux de sensibiliser. Avec la sensibilisation, les gens comprennent mieux, les gens prennent leurs responsabilités à bras le corps et ils font ce qu'ils doivent faire. Parce qu'après tout, ce sont des citoyens. Et à la fin, on se plaint que les gens sont inciviques. Comment est-ce que les gens sont inciviques si vous leur forcez la main? Les gens deviennent inciviques quand on leur force la main. Donc le mieux, c'est de les associer. De toutes les façons, en développement, il faut toujours impliquer les populations. Moi, il y a un bel exemple que je donne très souvent en formation. Quand en développement, quand les gens ont besoin de latrines et que vous allez faire un point d'eau, excuse-moi le terme, les gens vont les chier dans la fontaine. Tout à fait. Donc voilà quoi. C'est pas leur besoin. C'est du foutage de gueule qui se met en place après. Donc je crois que on a mieux compris et on adopte les bons comportements. Tony, oui. Je voulais renchérir ce que Togbelateke vient de dire. Moi, ce qui m'a plu la fois dernière, c'est que ces jeunes, j'ai demandé combien est-ce que vous avez acheté les paquets de cache-nez. Ils m'ont dit c'est entre 3 000 francs et il y a 100 pièces là-dedans. Wow. Donc, qu'est-ce que j'ai vu au niveau de leur lagune là-bas, ceux-là qui font les allers-retours, ils essaient de les approcher et leur donner au moins 4 pour que celui-là qui doit venir ici, s'ils ne sont pas là, ils peuvent leur partager. Donc cela veut dire que, comme Lateko l'a dit, il faut sensibiliser les jeunes, il faut leur dire la vérité que c'est réel ce danger, c'est réel que Covid-19 est là. Il faudrait que nous nous protégeons parce que c'est notre vie à nous. Donc si vous laissez les gens rentrer dans votre village, même pas à ces frontières pour eux, il faudrait protéger ceux-là qui se négligent pour ne pas que ceux-là vous contaminent. Voilà. Donc c'est quelque chose qui a été consommé et que je crois que nous pouvons aussi le faire par les ondes. Je crois que les mairies, par des sensibilisations radiophoniques, ça se fait, mais il faudrait que les habitants s'approprient cela pour que demain notre localité soit citée parmi les meilleures. Oui, Tony, si tu permets, j'ai eu l'occasion d'assister à une scène ici dans la commune de Lac, au marché de Lagbounou. C'était un mardi, et il y a eu une descente. Le préfet, le maire et leurs différents collaborateurs de la mairie et de la préfecture se retrouvent au marché. En plein marché de Lagbounou, il y a une dame qui vendait des comprimés, là, dans les petits sachets et tout ça. D'abord, ce qui est interdit d'ailleurs. Oui. Et la dame se promenait dans le marché en train de vendre ses produits tout bonnement. Elle n'a pas porté de barrette. Non, elle n'était pas couverte.
Et donc, le maire l'a interpellé, elle a fait tout son numéro, elle a fait tout son show. Et le maire s'est calmé, il a placé 2 petits mots et on a demandé aux policiers qui étaient à côté d'accompagner la dame. Mais après, qu'est-ce que j'ai vu? Ce sont les commerçantes elles-mêmes qui se sont mises à parler à la dame. Donc ça voudrait dire que, au lieu que peut-être qu'on y aille avec la force, c'est plutôt une conscientisation qui a eu lieu ce jour-là. Et ce sont les femmes maintenant qui ont pris la responsabilité de parler à l'autre dame. Ah, mais vous osez parler comme ça à monsieur le maire? Elle fait, je connais pas le maire, et voilà. Mais néanmoins, le message est quand même passé. Donc ça, je crois que dans cette allée-là, les gens ont vu quelque chose qui s'est passé. Les gens ont compris qu'il y a un message que le maire tentait de donner. Et par après, c'est vrai, même s'ils ont baissé la garde par après, et les semaines qui ont suivi, je crois qu'il y a eu un respect scrupuleux quand même du port des bavettes. Voilà. Bah, ailleurs, nous avons appris effectivement que dans les marchés, comme vous le dites, il y a eu des femmes, qui ont été formées comme pères éducatrices pour sensibiliser leurs sœurs. Le système n'est pas encore implémenté, franchement, dans les lacs et dans les communes. Bon, je ne sais pas si aujourd'hui Anéro le fait, je ne l'ai pas encore vu. Par contre, je sais que ça ne se fait dans aucune commune, mais comme le Togo que le dit, je crois que c'est une conscientisation, c'est une prise de conscience citoyenne pour dire à sa camarade, à son prochain, mon ami, c'est vrai, la pandémie est là, protège-toi. Oui, c'est ça. Et si tu veux, avec la gestion de cette crise-là, il y a eu pas mal de projets. Les projets, on en connaît tous les matins, il y a de nouveaux projets qui sortent. Et voilà pourquoi. Mais il y a Novici qui n'existe pratiquement plus. Mais moi, j'ai dit, je ne sais pas si avec la recrudescence de Covid-19 dans la région de la savane aujourd'hui, je ne sais pas si Novici a été donc ressuscité. Novici a eu crevaison, donc il faut l'oublier. Il faut l'oublier. Il va que ça. Non, mais je crois que l'État togolais s'est donné la tâche de créer Novici, et puis d'un seul coup ça a été c'est tous ces projets-là. Je sais comment. C'est tous ces projets-là qui ont valu. Je ne veux pas utiliser la crevaison. C'est tous ces projets-là qui ont valu la première place du Togo dans la lutte contre Covid-19 dans la région. Je crois pas que ces projets, parce que ces projets n'ont pas abouti. Je crois que c'est la rigueur avec laquelle le Togo a pris à bras le corps ce que... Si tu permets, nous allons entrer en ligne avec Ernest Rodonoussaï. Bonsoir Ernest. Bonsoir Tony, bonsoir chers confrères en studio. Voilà. Bonsoir technicien du jour. Oui. Alors nous sommes en train de parler de Covid-19. Nous avons bien voulu que vous nous fassiez encore de loin le bilan au Togo et dans le monde. Tony, merci beaucoup. Si tu me le permets, depuis le début de l'arrêt 2021, c'est la première fois d'intervenir dans l'émission. Oui. Et si tu me le permets, vraiment de présenter mes meilleurs vœux à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs pour la nouvelle année. C'est ce qui n'est pas encore tard pour le faire. Ok, d'accord, merci beaucoup. Comme vous l'avez présenté l'autre fois, le mercredi passé, pour cette semaine, il faut dire qu'on a connu une recrudescence encore des cas de contamination au Covid-19 partout, notamment au Togo, au Bénin, au Ghana et au Burkina à côté. Au Togo, actuellement, nous dénombrons un total de 5 953 cas confirmés, dont 768 cas actifs, 81 décès et 5 414 cas déclarés. Ce qui fait une augmentation en une semaine du mercredi 10 février au mercredi 17 février, une augmentation de 377 cas en une semaine. Et au Bénin, à côté, ils sont passés à 959 cas actifs, 65 cas de décès, 4119 cas guéris, soit pour un total de 5143 cas, soit une augmentation de 950 cas en une semaine. Au Bénin. Au Ghana, à côté, ils sont aujourd'hui à un total de 77 748 cas confirmés, dont 7 866 cas actifs, 561 cas de décès, 69 321 cas guéris, soit augmentation de 4 745 cas en une semaine. Donc ça veut dire que la pandémie prend une ampleur
d'une manière générale dans toute la sous-région. La question que l'on se pose est de savoir est-ce que c'est parce qu'il y a un relâchement? Personne ne saurait le dire. Puisque nous ne sommes pas sans savoir que nos autorités n'ont jamais cessé de nous rappeler les mesures barrières qu'il faut respecter. Et d'ailleurs, tout à l'heure, vous avez évoqué un cas, le cas évoqué par le confrère. Donc, la que je l'ai suivi quand même tout à l'heure, qui parlait d'un cas d'une dame au marché. Et c'est comme ça, c'est des cas qui abondent partout. Aujourd'hui, quand vous prenez le Togo, c'est au nord, surtout dans la région de Sabane. Certains se posent encore la question de savoir pourquoi la région de Sabane est mise sous état de couvre-feu et consort. Je vous dis, moi, j'ai même un cousin direct à moi qui est professeur dans un lycée dans l'outil et qui actuellement est mis en confinement pour contamination au Covid-19. Et dans leur établissement, que ce soit les élèves ou bien les professeurs, ou bien le corps professoral, le mal est partout. Et je crois qu'il va falloir que les gens prennent le tour par les cordes. Et selon ce qu'il m'a dit, au niveau de leur lycée seul, on peut dénommer jusqu'à plus de 100 cas. 100. Et les gens, dites-vous que les mesures barrières ne sont pas respectées là-bas. Malgré les dispositions prises par le gouvernement dans la région de Savane, les mesures barrières ne sont pas respectées là-bas. Voilà là où se trouve le problème. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Une conscientisation ou bien des amendes? Faut-il passer à la phase de pénalisation? C'est pas le problème. Alors, Ernest Rodanoussaï, cela a amené justement la population, surtout la jeunesse d'Apan, à se soulever l'autre jour, à aller barricader les routes pour dire qu'ils sont fatigués justement du couvre-feu. Est-ce que c'est la bonne décision? Je ne le pense pas, je venais de le dire. Il va falloir que la population même comprenne que même si nous devons vivre avec le mal, et c'est ce que nous faisons d'ailleurs, il va falloir que les gens prennent les dispositions. C'est bien vrai qu'il a dit, tout ce que tu fais pour moi, sans moi, tu le fais contre moi. Nos autorités auraient bien souhaité au moins sensibiliser la population avant de prendre cette décision. Et c'est ça même qui élève la population. Mais je ne pense pas que ce soit la solution, se soulever et demander la levée du couvre-feu. C'est bien vrai, ils peuvent négocier avec les autorités, voir dans quelle mesure là, on sera obligé de leur imposer les mesures barrières, quitte à eux de les respecter s'ils veulent qu'on lève le couvre-feu. Maintenant, la question que beaucoup se posent également est de savoir est-ce que c'est la nuit seulement que le mal peut se répandre? Voilà la question. Pendant le jour, quelles sont les dispositions qu'on prend? Puisque devant ces forces de sécurité anti-Covid, des gens se promènent sans même les cache-nez, sans les masques. Les élèves viennent à l'école, il n'y a même pas de dispositif de lavage de mains dans certains établissements au nord là-bas. Et selon les enquêtes, c'est ça. Maintenant, est-ce que c'est le couvre-feu qui est la solution? Donc c'est là que je donne un peu de raison également à la population. Ce n'est pas le couvre-feu la solution. Si c'est l'une des solutions, ce n'est pas la solution idéale. Je crois qu'il va falloir fournir les dispositifs de lavage de mains, les masques à suffisance pour la population au nord, si on voudrait bien que le mal soit maîtrisé. Parce que selon ce que je nous raconte, vraiment, nous tendons vers, excusez-moi le terme, vers une pandémie généralisée au Nord Togo. Et d'ailleurs, alors, puisqu'on parle du Nord Togo, c'est le cas à l'Institut Assomption à Sokodé. Là, vous parlez de 100 cas en rose, alors à Sokodé, on nous parle de 22 cas. Donc, c'est plus alarmant dans l'outil que dans le Tchaoudjo, alors. Mais le cas du collège et du complexe scolaire Assomption, ce n'est pas, c'est des échantillons de tests qui ont été effectués. Et c'est sur la base des tests effectués le vendredi seul qu'on a découvert la vingtaine de cas. Maintenant, lorsque le collège a été fermé le lundi, il a été demandé qu'on généralise les tests. Et depuis là, on n'a pas encore les résultats globaux de ces tests qui ont été effectués depuis lundi. Mais tout compte à croire, donc, on risque d'avoir plus de cas que ça. Voilà, on risque d'avoir plus de cas. Donc, la question que l'on se pose, c'est comment faire pour maîtriser le mal? Aujourd'hui, c'est tout ce que nous communiquons aujourd'hui, par exemple, c'est la statistique officielle produite par nos autorités. Les cas disséminés au sein de la population qu'on n'a pas encore découvert, on ne les compte pas. D'ailleurs, je ne le dis pas, mais qui sait ce qui se passe chez nous à Nero? Qui sait ce qui se passe chez nous à Lomé? Personne ne le sait. Personne ne le sait, vraiment. Donc, voilà. Donc, il va falloir que si les autorités
chercher à changer de tactique ou bien de stratégie en face de cette pandémie, en ce qui concerne sa prévention, il faut qu'on y pense. Parce qu'à cette allure, nous risquons, on risque de fermer très prochainement tous les établissements scolaires. Parce que je crois qu'il suffit qu'on décide que l'établissement peut-être a les moyens pour décider de faire des tests à ses élèves. Vous allez voir les résultats que cela peut donner. Effectivement. Si nous des échantillons d'établissement, même chez nous à l'erreur, à la même vous allez voir. À la lueur où vont les choses, il y a péril en la demeure, il y a inquiétude véritablement. Alors, avant de te laisser pour la première partie, est-ce que vous avez, vous aussi, des idées, l'information selon laquelle bientôt une université à Palimé? Oui, nous avons été informés de cette décision qui peut-être sera mise en vigueur très bientôt, ce qui a suscité une tournée sur le terrain du ministre en charge de l'enseignement supérieur et d'une délégation de la commune de Cloto. Ben, je pense que cela ne tienne. Quand vous allez dans nos pays voisins, que ce soit bien au Ghana, les départements, bien les facultés universitaires sont créés selon des modules de formation. Par exemple, lorsqu'on veut créer une école ou bien une faculté d'agriculture, on ne va pas quand même créer ça par exemple au Bénin, à Cotonou, ou bien au Bénin, à Accra, au Ghana. C'est dans une région où il y a la culture, où on produit, ou bien l'agriculture est la première activité. C'est dans cette région-là qu'il faut créer une université agricole. Donc je crois que si les autorités ont pris une telle décision, elle peut être la bienvenue. Maintenant, c'est de savoir dans quelles conditions ce sera fait, puisque les deux qui existent aujourd'hui, il y a des problèmes. Pour être franc, savoir qu'actuellement, c'est la faculté des sciences, de santé, qui a des problèmes avec les étudiants et qui peut-être bientôt vont faire savoir leur ras-le-bol. Ça ne va pas. Parce qu'on ne sait pas si c'est le LMD. Le LMD que beaucoup de pays abandonnent maintenant. Vous avez appris pour le cas du Maroc, par exemple. Le LMD n'a pas pu donner les résultats attendus. Et pourtant, nous continuons par le faire. Mais aujourd'hui, avec Covid-19, les étudiants sont à la maison. On nous dit des cours en ligne. Comment est-ce qu'on peut former un étudiant en médecine par des cours en ligne? Alors que pour la plupart, on programme des TD qui n'ont jamais lieu. Les gens sont peut-être en semestre 6, il y a encore des TD ou des TD du premier semestre qui sont encore, pour lesquels on ne les a même pas encore programmés. Comment est-ce que quelqu'un peut faire 7 ans pour avoir le doctorat? Certains sont obligés de faire jusqu'à 14 ans, alors que 14 ans, c'est pour être professeur agrégé. Voilà les réalités du Togo. Alors, est-ce qu'on a déjà pris les mesures pour que les deux qui existent soient bien entretenus avant de penser à créer d'autres? Plus d'autres, c'est très bien, mais c'est pas ça l'idéal. L'idéal, c'est que si vous avez un, si vous avez deux, qu'on en prenne soin. Merci beaucoup, Nesro Donoutsaï, en parlant par exemple de la faculté d'agronomie. Il y a Togbelatek qui est en train de sourire parce que c'est son dada. Mais je te voyais venir également parce que si on doit installer peut-être la faculté d'agronomie à Palimé dans la région des Plateaux, on sait que c'est la région donc agricole du Togo. Merci, c'est le grenier du Togo. Vraiment, comme tu l'as dit. À tout à l'heure. Alors, nous avons suivi le confrère Ernest Rodonoussaï, les chiffres augmentent, et votre exemple a été une illustration. Ça veut dire quand même qu'il y a péril dans la demeure. Si dans une école, dans la savane, il y a jusqu'à 100 personnes contaminées, il y a problème. Et maintenant, Sokoli, où on parle de 22, ça veut dire que les personnes qui avaient été donc testées dans la journée, c'est juste l'échantillon qui a été donné ou rendu public. Ça veut dire quand même que derrière, on doit communiquer pour que les gens prennent conscience. Et il y a Ebola qui menace à côté en Guinée. Il faut communiquer, il faut forcément communiquer. Je commencerai par Dapon. Dapon, c'est une ville trop fort frontalière. C'est le Ghana, c'est le Togo, non, c'est le Ghana, c'est le Bénin, c'est le Burkina Faso. Donc il y a plusieurs entrées, quoi. On a besoin d'un visa entrée multiple pour aller à Dapon. Et couvre-feu. Moi, quand j'ai entendu parler de secours, de cette décision, je me suis demandé où allons-nous? J'ai suivi, je t'interromps pas, tu me permets, juste pour apporter de l'eau à ton vin, j'ai suivi sur la TVT, le correspondant de TVT à Dapon venir dans l'OTI pour tourner un reportage. Et dans ce reportage, il y avait le maire de la commune OTI 1 qui a suivi l'équipe donc de anti-Covid et qui faisait la patrouille.
à 20h, tout le monde devait rentrer. Mais à 20h, il paraît qu'il y a un endroit qui s'anime beaucoup plus à partir de 20h à Mango. Les femmes, les hommes qui tenaient les bars ne voulaient pas rentrer. Donc, il a fallu de la pédagogie, parce que peut-être il y a la caméra, on n'a pas voulu utiliser le bâton. Donc, et puis, on a interviewé les gens sur la télévision nationale, et puis une femme disait non, c'est maintenant justement qu'elle veut commencer par vendre. Elle ne sait pas comment elle va joindre les deux bouts, prendre soin de la famille, et si elle ne vend pas. Or, dans leur marché là-bas, c'est la nuit, c'est un marché nocturne. Des marchés qui s'animent. Donc, elle ne voulait pas rentrer du tout. Donc, voilà un peu aussi le problème sur le volet économique et financier. Mais forcément. Moi, je me suis demandé où est-ce qu'on allait, parce que il faut tenir aussi compte des réalités des différentes localités. Quand je prends par exemple le marché de Kenkassé, c'est un marché qui s'anime la plus grande partie la nuit. Ah bon? Bon, maintenant, le marché de Gando, le marché de Nano, le marché de Bomboaka, de Tandiouare, tout ça, et ce sont des localités dont les marchés s'animent la nuit. Et la décision de mettre en place un couvre-feu, c'est bien. Ben, on a vu ce qui s'est passé avec les couvre-feux ici à Lomé. Il y a eu des morts d'hommes. Je ne sais pas si c'est ce qui se passe là-bas. Si c'est le cas, je ne donne pas forcément raison aux populations de se soulever, aux jeunes de se soulever, parce qu'en tout état de cause, il faut toujours dialoguer. Mais si partout dans le monde, même en Italie, en France, en Espagne, il y a couvre-feu, état d'urgence, les gens restent chez eux à la maison, je crois que c'est la même pratique qu'on utilise avec les couvre-feux. C'est vrai qu'on en a souffert à Néromé. En Europe, il y a le social. C'est ça la réalité. Tony, en Europe, il y a le social. Et puis, il y a eu un débat hier en Hollande. C'est ça, ce qu'on appelle Pays-Bas, non? Oui, Pays-Bas. Il y a eu un débat hier, le procureur de la République était à la télévision, le Premier ministre était à la télévision, et il y avait un débat ouvert et houleux. Donc, il y a un qui soutenait, il y a un qui était contre. Donc, ça voudra dire que c'est pas aussi aisé de l'autre côté là-bas. On entend les gens qui nous appellent de Paris, de Danemark, de partout pour dire qu'on est fatigué avec cette affaire de coupe-feu, parce qu'il faut rentrer tôt, il faut faire ci, il faut faire ça. Bon, pour revenir au Togo, moi je voudrais personnellement inviter nos concitoyens à vraiment jauger la réalité, oui, pour savoir quel comportement adopter. Il ne sert à rien de braver, comme dirait Justin. Et si on te dit d'accepter de mourir d'un mal pour aller voir le bon Dieu, ou qu'il faut se préserver pour ne pas mourir, je crois qu'il faut choisir ne pas mourir. Et le jour où on ira voir le bon Dieu, on pourra donner des explications comme quoi, pourquoi ça n'est pas venu à temps, tu répondras, oui, je me suis protégé quand il nous a été demandé. Donc, il ne sert à rien de faire des bras de fer avec la police ou l'armée, mais au contraire, je voudrais inviter nos autorités à aller dans la pédagogie, à aller dans la sensibilisation. C'est très important. Je vois, on ouvre le camp de Nupurma. Si on parle justement de sensibilisation, est-ce que le Togo, le gouvernement togolais n'a pas sensibilisé assez? Parce qu'avec cette histoire de Covid, nous l'avons fait volontairement, comme si certains veulent faire la tête dure. On ne finira jamais de sensibiliser. On ne finira jamais, parce qu'il y en a qui croient, il y en a qui sont des demi-croyants, il y en a qui vraiment, eux, ils n'ont rien à foutre, hein, et ça ne les regarde pas, quoi. Le Covid, c'est une maladie imaginaire, c'est un virus, voilà, les gens, ils vont de tout commentaire. Mais je crois qu'il faut toujours continuer de sensibiliser. On ne perd rien à sensibiliser, en fait. Si on continue de sensibiliser sur le sida, c'est pas sur le Covid, on ne va pas sensibiliser, hein. On se comprend à demi-mot. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Yves Cusson, sur le sujet, ça fait peur. Mais nous n'avons pas alarmé la population des lacs qui nous écoutent, et celle d'ailleurs. Il suffit, comme l'a dit Togolaté, que de prendre les mesures qui s'imposent. Rappelons-nous, de mars, avril, mai, juin, juillet, ici, dans les lacs, ça n'a pas été facile, avec les bouclages, mais on a supporté. On a supporté. Nous sommes au Togo, nous avons supporté. C'est pas la sensibilisation, c'est pas la prise de conscience de tout un chacun, parce que nous avons, dans les mois de mars et autres, là, on a vu les maires se sont organisés, on a vu même des voitures sonorisées qui passaient de quartier en quartier, et même les chefs quartiers étaient de la fête de sensibilisation. C'était quelque chose qui a été très bien réussi. Mais on a eu beaucoup de relâchement, et c'est en ces moments précis que le mal sévit dans notre pays, surtout dans le Nord. En ce moment précis, on appelait l'autorité qu'il y a quelque chose qui se passe au Nord. Que Anéro est bien quadrillé, mais nous sentons que tous ceux qui arrivent de là nous disent que non, chez nous, il n'y a rien qui se passe là-bas. Nous sommes bien. Et personne ne nous dérange.
On se sentait en ce moment très dérangé, mais aujourd'hui nous avons des résultats. Bien sûr qu'il y a quelques contaminations, ce n'est pas en masse à Léro ici, ce n'est pas en masse, je crois, à certains niveaux de notre localité, mais il faudrait redoubler de vigilance, il faudrait redoubler redoubler notre sensibilisation. Je crois que ces derniers temps, sur les ondes et autres, là, le ministre a interdit toute manifestation funéraire et autres. Il faudrait que les gens comprennent cela. Il faudrait aussi que la population, les chefs traditionnels, et tous ceux qui sont au niveau des églises, tout cela doivent encore recommencer à sensibiliser. Ce qui se passe au niveau de la région centrale, Savane et centrale, ça peut se voilà, ça peut se passer ici à Léro si nous ne redoublons pas de vigilance. Donc quitte à nous, surtout aux jeunes, là où ils sont. La sensibilisation au Togo a été faite, mais je crois qu'il y a des leaders d'opinion qu'il faut rapidement approcher. Nous savions aujourd'hui qu'il y a des petites réunions un peu partout dans les lacs ici. Il faudrait en renvoyer ou bien envoyer des personnes là-bas pour encore sensibiliser les jeunes. Ce qui se passe actuellement, nous avons plus de relâchement parce qu'on a commencé. L'État a promis des lave-mains dans les établissements. L'État aussi a promis des cache-nez. Et ces cache-nez, pour tous les enfants, nous en sommes conscients. Ceux qui ont commencé, il y a d'autres qui ont perdu et il y a d'autres qui n'en ont pas. Quitte aux parents de racheter pour ces enfants. Et tout le monde n'a pas les moyens, mais nous aurons les moyens d'enterrer un jour. C'est ça ce que nous demandons. Il faudrait que nous redoublions de vigilance. Il faudrait que les gens recommencent encore à sensibiliser les gens parce que c'est un danger que nous courons. Si déjà il y a 100 personnes, il y a 22 personnes dans les établissements, mais lorsque les tests vont parcourir le Togo, combien de personnes contaminées nous aurons? Est-ce que nous avons la capacité de soigner ces personnes? Nous avons la capacité d'acheter des médicaments? Bon, il y a beaucoup de questions qui se posent au Togo, donc nous devons choisir le moyen que nous avons, sensibilisons et les leaders d'opinion, il faut les rappeler que c'est à nous, notre santé, c'est à nous, notre vie, il faudrait aller vers eux. L'État doit financer certains groupes et non pas financer... nous avons des projets sur le terrain, c'est une réalité, mais ces projets ne sont pas à certains niveaux acceptables. Il y a des personnes qui disent nous sommes venus au nom de tel et partage-toi quelque chose, mais il faudrait qu'ils continuent. On a remarqué ces derniers temps que certaines associations ont accepté de le faire, mais ils ont freiné un peu. Le moment est venu que nous devons les demander de recommencer parce qu'il y a danger dans notre pays, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Oui, on rappelle que le virus ne peut pas affecter un autre Togo. Et comme tout individu, à l'approche d'une fête, on se prépare quand on s'organise. Donc je crois que c'est l'occasion pour nous de rappeler aux populations togolaises qu'il ne faut pas se laisser aller, il ne faut pas baisser les bras parce que il ne sert à rien de se laisser contaminer par un virus. Voilà. Et il faut plutôt s'armer et continuer d'aider à la sensibilisation. Le point que je voulais relever notamment, c'est la situation, la crise économique qui va avec. Moi, je le disais sur une radio il y a quelques semaines, j'ai eu l'opportunité de travailler sur un projet qui m'a fait promener au Togo, Bénin, au Mali, au Burkina Faso. Groupe cible, ce sont les femmes commerçantes et les agricultrices. C'était vraiment la mort dans l'âme. Je me rappelle, tu l'avais dit plusieurs fois dans cette émission, et comment ça s'est passé au Bénin, vous avez dit, et comment les femmes se plaignaient. Oui, mais il y en a aujourd'hui qui ont pris la clé des champs parce qu'elles sont sous prêt, les banques qui n'arrêtent pas d'appeler, les microfinances qui n'arrêtent pas de harceler. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui est fait pour pouvoir soulager ces populations-là? Et ceux qui vont même au travail ne s'en sortent pas. C'est pas ceux-là qui ne font rien qui vont s'en sortir. Je comprends bien cette dame comment ça s'appelle, Mango, qui se plaignait de ne pas pouvoir rentrer à la maison parce qu'il y a couvre-feu, puisque c'est maintenant que le marché va s'animer. Comment elle va faire pour subvenir aux besoins de ses enfants? Comment elle va faire pour nourrir sa famille? Il y a toute une série de questions à se poser. Mais en même temps, il faut faire le juste milieu.
pour savoir qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui n'est pas bon pour nous. Je voudrais prier les forces de l'ordre, l'armée togolaise, de ne pas user d'armes dans cette affaire. Il faut plutôt comment aller à la sensibilisation, parce qu'il y a eu, on a entendu parler d'un cas, il n'y a pas longtemps ici, où il y a eu encore un mort de trop. Jusqu'à présent, on n'arrive pas à savoir, à comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé, si c'est ça qu'on va aller faire encore ou non. Je crois qu'il y a moyen d'arrêter, quoi. Voilà. Ce qui se passe toujours au niveau de nos frontières qui sont toujours poreuses, c'est du raquettage, ça il faut le dire, les mots ne manquent pas. Parce que nous avons constaté, la fois dernière on a dénoncé cela dans nos émissions, bien sûr qu'il y a fermeture officielle des frontières, les gens passent bien sûr. Si les gens passent officiellement, il y a certains aussi qui ont profité de faire de cela du business et ils font de sorte... Le Covid business continue. Bien sûr. Le Corona business. Le Corona voilà. Donc, au niveau de nos frontières ici, les gens se sont organisés, des fois en complicité avec certains forces de l'ordre qui font traverser des gens, qui font des allers-retours. Bien sûr que c'est bien, mais il faudrait toujours se protéger. On ne veut pas dire que on doit cesser de voyager, mais les forces de l'ordre doivent utiliser ce que nous appelons toujours la pédagogie, la sensibilisation. Ils ont l'art de le faire. Ils ont appris cela parce qu'ils sont affectés. Ça fait un an déjà. Ils n'ont pas démérité, mais certaines de ces forces de l'ordre utilisent abusivement leurs armes et puis leur influence sur des personnes. La fois dernière au niveau de Sanvikondi ou bien de Girakondi, il y a un jeune qui s'est noyé. Nous cherchons bien, nous sommes en train d'investiguer. Il y a des confrères qui sont en train d'investiguer. Nous ne trouvons pas pour le moment le juste milieu. Lorsque les investigations seront terminées, on viendra rendre compte à la population. Mais nous constatons aussi qu'au niveau de Sanvikondi, il y a des eaux et forêts qui soutirent de l'argent aux bonnes femmes qui viennent au marché des Lavagnons acheter, c'est-à-dire des denrées alimentaires, des fois des moutons qui, je l'ai dit, les moutons ont été domestiqués, ça fait des millénaires. Les gens essaient toujours c'est des pensions, qu'est-ce qu'on peut dire, hein? Ils prennent de l'argent à ceux-là qui sont venus acheter ces moutons dans les marchés ici. Donc, automatiquement, nous croyons que ces eaux et forêts sont en train de tuer notre marché. Les gens jurent de ne plus retourner à Nero acheter dans nos marchés ici. Et lorsque les gens qui sont au niveau de Aïguenou, d'Agoué, de Komé viennent acheter ici, que d'aller acheter au niveau de Cotonou. C'est-à-dire que la Covid tue l'économie en tout cas. Ouais, il y a certaines qui participent à tuer l'économie togolaise. La douane ici au Togo, nous savons que les douaniers, c'est à eux de fouiller les choses. Il y a des policiers qui fouillent aussi. Oui. Il y a des eaux et forêts qui sont là-bas. Il y a des militaires aussi. Il y a la santé aussi. Il y a santé. Il y a beaucoup d'organisations là-bas qui soutirent de l'argent à certaines personnes qui viennent acheter, qui viennent au Togo pour comment les condiments, comment renflouer nos caisses ici. Mais lorsqu'ils retournent, mais ils sont dépouillés et ils jurent de ne plus retourner. Qu'est-ce que nous voulons pour notre pays? C'est ça ce que nous demandons. Et à Nero, nous supportons tout. Et sur la voie, à Nero, la police d'immigration qui soutire de l'argent, ou il y a tous ces corps-là que vous venez de citer, la gendarmerie, la police. Mais il y a beaucoup de... Si on peut citer même certaines... Tu peux même que je souhaite la bienvenue à notre invité. Et bonsoir, monsieur Padé Komlan. Le micro de Padé ne marche pas encore. Bonsoir, monsieur Padé. Bonsoir, monsieur Tony. Voilà, nous allons prendre très rapidement Ernest Rodanossaï, le temps de régler votre micro. Allô, Ernest Rodanossaï. Oui, si vous me le permettez. Bon, oui. J'ai écouté un peu mon grand frère tout à l'heure. Bon, mes conditions de production sont difficiles. Mais par rapport à ce qu'il a évoqué, c'est réel. Et surtout que vous alliez, quand il parle de l'erreur, que les gens comprennent qu'il veut parler de toute sa politique des lacs. Et ce que les vendredis, ça veut dire que vous allez à des lieux d'enterrement, vous allez constater les comportements que manifestent les gens. Et comment vous pouvez comprendre que malgré la situation que nous déplorons, les gens continuent par se serrer les mains, par se donner des accolades,
Mais c'est inadmissible, il ne faut pas comprendre. Maintenant, s'il va falloir que le gouvernement prenne d'autres mesures pour que nous vivions avec le mal, et ça nous change, c'est ça, qu'on le fasse. Mais moi, je ne veux pas continuer par me frustrer. Parce qu'ailleurs, tu arrives, on te trouve étrange. On te trouve étrange parce que toi, c'est pas bon dire, votre maladie là, c'est en ville, c'est pas chez nous ici. Alors que le mal est là. Partout. Le mal est là. Et je venais de le dire, si nous pouvons pousser notre curiosité, pour prendre un échantillon au sein de la population, un mardi, par exemple, au marché de Lavaillon, un samedi au marché d'Enfoin, un jeudi au marché d'Aklapou, vous allez voir les cas qu'on va découvrir. Mais c'est ça la réalité. Bon, on dira que Atikedi va non, c'est bien vrai que le mal se guérit. Le mal se guérit, mais nous ne savons pas jusqu'où ça va nous amener. C'est pour cela que je vais intervenir pour entériner ce que mon grand frère a dit. Merci beaucoup. Le mal se guérit, mais les gens continuent de mourir du mal. Et on a enregistré la 81e personne qui est décédée la semaine dernière. C'est ça, et au Bénin, en une semaine, on a dénombré plus de 10 cas. C'est ça. Et puis, tout le gouvernement béninois est monté au créneau, nous l'avons suivi sur le RTB, des communiqués sont sortis. C'est vrai qu'avant, les Béninois, les amis, les voisins disaient que le Togo on exagère par rapport à la Covid-19 et qu'on entretenait trop cette pandémie. Je crois qu'ils ont compris très rapidement. Et on se rappelle même que nous dénonçons même que le gouvernement béninois ne prenait aucune disposition pour parer à toute éventualité. Et voilà, là, nous en sommes aujourd'hui, le Bénin a dépassé largement le Togo, bien évidemment, par rapport à sa population, d'accord. Mais aujourd'hui, les cas de Covid au Bénin, c'est 1000 fois au-dessus des cas du Togo. Oui. Hein? Et si on parle de cas de guérison, même si nous prenons, je n'ai pas pu aller dans les détails par rapport aux pays européens. Aujourd'hui, le pays qui inquiète, c'est la France. C'est la France où les cas de guérison sont moins. Par rapport aux autres pays, on dirait même qu'au Togo, il y a plus de cas de guérison que de cas de guérison en France, où on ne dénombre qu'à peine 82 000. Or, le nombre de cas, les gens qui vivent avec le mal aujourd'hui en France, on sont à plus de 3 162 000 âmes qui vivent avec le mal, pour 82 000 cas de guérison. Dans les cas voilà. Alors qu'on ne me dise pas que c'est un mal, on peut guérir ça, il y a Tikedi. Non, c'est très, le mal est là. Il faut falloir qu'on se protège, surtout pour nos enfants. NSAI, ça veut dire quand même qu'il y a péri dans la demeure. Je reviens sur ce mot parce que tout le monde sait que Air France fait donc Paris-Lomé, Lomé-Paris en une journée. Hein? Mais c'est ça le problème. Tony, tu connais bien sûr moi Lomé. Moi je suis juste à côté de l'aéroport. Il y a les vols qui sont maintenant plus réguliers, c'est les vols d'Air France. Il n'y a pas de jour. Tu es même dans l'aéroport. Il n'y a pas de jour où Air France n'atterrit pas à Lomé. Mais c'est ça, on vous dira qu'on ne veut pas les entrées. On ne veut pas qu'il y ait de nouvelles entrées en Europe. Et pourtant, les gens sortent de l'Europe pour venir en Afrique. Et compte tenu de cela, dites-vous que nos enfants qui ont eu le bac, ou bien ceux qui doivent aller pour des études en Europe, aujourd'hui sont bloqués parce qu'on ne veut plus de nouvelles entrées en Europe. Et au même moment, ces Européens-là viennent vers chez nous. Et c'est eux qui viennent nous contaminer pour grossir le nombre de cas en Afrique. Merci pour toutes ces explications tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, Yves Akesson, tel que tu l'as décrit, comme l'a renchéri tout à l'heure le confrère Ernest Rodonoussaï, ça veut dire que si le Bénin, il y a un boom de contamination aujourd'hui, la frontière togolaise doit véritablement rester, la police d'immigration, la douane togolaise, les militaires qui sont déployés le long de la frontière doivent rester aux aguets. Ouais, il doit plus avoir de faveur. C'est impératif. C'est impératif, c'est pourquoi j'en appelais aux pasteurs, aux prêtres traditionnels, tous les leaders d'opinion, on doit encore les remotiver. De se réveiller. Voilà, de se réveiller. On a un peu dormi. Hein. Si mon grand frère, ou bien mon frère Saïd m'a compris, parce que si je disais les pasteurs et les prêtres, cela veut dire qu'à chaque semaine que Dieu a créé ces derniers temps, il y a des enterrements. Et ces enterrements, comment est-ce que ça s'organise? Est-ce que les gens ont encore à l'idée que Covid est en train de sévir encore? Donc, même dans leurs homélies, au niveau des prêtres, même au niveau des prêtres traditionnels, il faudrait qu'ils en rappellent à cela pour que la vigilance ait droit de citer. Sinon, nous avons peur de l'avenir de notre pays parce que nous n'avons pas la capacité que les Français et les Occidentaux ont, mais il y a beaucoup de mortalité là-bas. Mais si par la grâce de Dieu, nous arrivons à guérir plus que, c'est parce que nous avons Dieu derrière nous. Alors, bonsoir, monsieur Padé Comlon.
Bonsoir, Monsieur Tony. Vous êtes le directeur de cabinet Lomé Service. Bienvenue. Merci. Maintenant, c'est bon? Ça va pas? Oui, ça va. Voilà, merci. Maintenant que votre micro marche, nous allons parler de vos activités dans la commune de Lac 4 à Mai de Grâce. On va continuer le programme et on vous revient tout à l'heure. Alors, cette université dont on a parlé tout à l'heure, Togo Latekwe, si elle venait être créée à Palimé, ce serait une bonne chose pour désengorger les deux autres. Je voudrais te prendre le mot, vous dire si elle venait à être créée. Je crois que Covid nous apprend des choses qu'on ne peut pas forcément regarder. Moi, je disais sur une radio il y a quelques jours qu'à ce moment précis, il faut fermer les écoles au moins pour 2 ans, pour qu'on réfléchisse. Parce qu'il ne sert à rien de former des gens dans des salles chèrement construites et à la fin, on n'a rien. Je suis le meilleur exemple de ce que j'ai dit. Moi, j'ai été formé à l'école supérieure d'agronomie. Mais je ne sais pas combien de pieds de maïs j'ai fait grandir dans ce pays. S'il faut former des gens qui sont dans les bureaux, je ne sais pas quoi, qui prennent des décisions, on n'a pas le maïs qui vient ici, que nous consommons, ce sont des OGM qui nous viennent de Burkina Faso. Je crois quand même que, je n'ai pas envie d'employer le terme, mais c'est tout bête. C'est tout bête. Les tomates que nous consommons par ici, et je ne pense pas que toutes sont d'ici, non. Je ne dis pas qu'il faut fermer aussi les frontières aux produits qui arrivent d'ailleurs, puisque les lois ou les règles de l'UEMOA obligent, oui, justement, la libre circulation des biens et des personnes. Oui. Mais une université à Palimé, c'est désengorgé, d'accord, bravo. Félicitations à ceux-là qui ont réfléchi à cette décision-là. Ça permettra de soulager un peu ces populations de Palimé. Maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre de la région des plateaux, parce que les jeunes, après le bac, on se retrouve à Lomé, on ne sait pas où dormir. Vous savez aujourd'hui que le loyer coûte vachement cher à Lomé. Les parents pauvres n'arrivent pas à payer le loyer, les enfants traînent, les étudiants traînent chez les parents, les voisins, les amis, les cousins, les oncles, qui maltraitent ces enfants-là et qui n'arrivent pas à terminer leurs études parce que maltraités ou carrément ayant eu le diplôme, n'ayant personne et se livrent au banditisme ou à conduire des émillons. Aujourd'hui, si on est un peu à l'intérieur du pays, on est familier avec la région des plateaux. Par exemple, quelqu'un qui a son bac à Agni ou à Lavagnon peut se retrouver à Palimé facilement et vivre un peu et aller à l'école aussi. Ça pourrait être la solution, mais penses-tu que c'est une université qui va embrasser toutes les facultés? Je ne crois pas. Je ne suis pas sûr. Justement, voilà pourquoi il faut essayer de délocaliser tout ça. Et il faut juste une petite étude. Les régions... une région donnée, une faculté donnée. Quand je vois des gens qui traversent sur le Togo pour venir apprendre, pour se former en agronomie à Lomé, je dis, on va où quoi à la fin? Mais à part Lomé, c'est donc effort de tomber. Où on forme les ingénieurs agents d'agronomie. Si je dois quitter Dapon, une zone aride pour venir me faire former à l'université de Lomé en agronomie, il y a problème. Il y a vraiment problème. Maintenant, si je dois quitter, je crois que ça permettra aussi aux Togolais de pouvoir connaître le Togo. Quand je prends par exemple, je ne sais pas quelle faculté on va mettre à Palimé, mais quand je prends... L'agronomie, si est bien, parce que d'abord, la région des plateaux, c'est le Grand du Togo, la terre est riche. Je crois que, comme un peu au Bénin, je sais qu'il n'y a pas de qui me contredira si je mens. Il y a une université, le département d'agronomie, je crois, à Dassa Zoumé. Dassa, oui. Parce que là, la terre est fertile. Ouais. Dans le plateau là-bas. Donc, je me résume en disant ceci. C'est bien de vouloir mettre en place de nouvelles universités, mais il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on va y faire réellement? Quel type de formation on veut donner aux jeunes? Parce que tout est tellement théorique qu'à la fin... du LMD qui est encore... LMD, vous savez, Tony, tu sais comment les étudiants définissent LMD maintenant? Let me die. Laisse-moi mourir, quoi. Donc, si les étudiants sont arrivés à trouver cette définition, c'est juste une appellation. Nous, à notre époque, on avait les UV, les unités de valeur. Et en première année, déjà, on avait 19 unités de valeur à éliminer. Jusqu'à la fin du parcours, on avait au moins 25 UV. Donc, c'était tout pareil. Je ne sais pas si quand on me parle l'autre jour, les enfants dû éliminer 110. Hein. 110 de quoi? C'est effroyable, les unités. Non, c'est justement, on n'a pas besoin de têtes remplies. On a besoin de têtes bien faites. Du coup, il faut plutôt, je crois,
Je ne sais pas comment le dire, comment le proposer, mais il faut voir les aptitudes des étudiants, des apprenants. Qu'est-ce que les gens veulent devenir? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est par rapport à ça, maintenant, on doit aider à orienter ces jeunes-là. Ce sont les États-Unis qui ont implémenté le LMD, mais pourquoi est-ce qu'ils réussissent là-bas et qu'on ne réussisse pas? Est-ce que nous connaissons les mêmes réalités? Vous ne connaissez pas la même réalité? Vous saviez, non, on a essayé, on a raté l'éducation et la formation nationale dans nos pays africains. C'est une réalité. Lorsque les gens veulent former, ils forment parce qu'ils ont des prévisions pour leur pays. Ils demandent même aux entreprises, les plus grandes entreprises, de leur donner les profils d'hommes qu'ils veulent dans leurs entreprises, avant de créer les universités. Mais sur quelle base nous créons nos universités alors que nous ne créons pas d'emplois? C'est le Togo que la TQ est en train de le dire, parce que... C'est entendu en celui, c'est oui, tout à fait. Vous savez qu'en ce temps, le gouvernement, à travers le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, disait qu'après le bac technique, il n'y a plus de suivi technique dans les universités, qu'il faille créer une université technique. De formation technique, mais je crois que apparemment ceux dont on parle à Paris, ce n'est pas une université technique. L'histoire du Togo a été tellement riche en formation technique, il y avait déjà, bien avant les 63, la jeunesse pionnière du Togo qui formait déjà des personnes. Et après cela, il y avait la fondation Hans au Togo qui a été transformée en fondation Yadema, mais les gens travaillaient en ce moment. Donc cela veut dire que tout ce que nous faisons, on ne fait que fabriquer des personnes qui n'auront pas d'emploi. C'est une réalité. Bon, non, mais nous sommes l'exemple. Nous sommes l'exemple. Nous qui sommes ici, nous sommes l'exemple. Est-ce que moi, j'ai essayé durant, je suis devenu un vendeur de friperie et autres là, l'État a voulu pallier en créant beaucoup de projets, FAES, FNFI et tout ça là, pour que les jeunes puissent entreprendre. Non, mais c'est bien. Mais en tout temps, c'est bien de dire que... En tout temps, vous permettez, M. Kouadé, dans votre cabinet, vous formez aussi. Alors, vous formez dans votre cabinet, est-ce que vous tenez compte du marché de l'emploi? Voilà. Oui, bon, c'est une question qui est bienvenue. Et dit que nous ne tenons pas compte du marché de l'emploi. Je n'ai pas dit ça, j'ai posé une question. Oui, bon, nous tenons compte du marché de l'emploi, mais il y a aussi un problème capital. Si ce que vous proposez au marché, les gens ne sont pas aptes à l'accepter, vous êtes obligé, en tant que structure privée, vous êtes obligé de... Studio, restez avec nous, il y a NSAI qui brûle d'impatience. Alors, NSAI. Non, vous savez, le débat est très intéressant. Très intéressant, on n'arrive pas à progresser parce qu'il est intéressant. Je crois que s'il fallait même s'apesantir sur le sujet durant toute l'émission, je crois que ce n'est pas peine perdue. La question que l'on se pose, c'est de savoir quel profil de citoyen vous allez former. Est-ce qu'il ne faut pas toujours faire le copier-coller? Si vous voulez copier les autres, pardon, mon frère, la tête que venait de dire, let me die. Les deux même disaient, le Togo, même dit, laissez-moi dormir. Et que quelqu'un qui soit, nous avec le système classique, tu arrives en troisième année, tu as ta licence. Aujourd'hui, les gens font 7-8 ans sans avoir la licence. Parce que le gars a fait le semestre 6, il doit reprendre peut-être les TP de la première année pour laquelle on ne l'avait pas programmé. Et pourtant, chaque année, l'étudiant paie pour ça. Alors, ces universités que moi je voudrais appeler universités déconcentrées à l'intérieur, je crois que c'est des universités thématiques qu'on voudrait créer. Je crois cela. Que ce ne soit plus comme des choses classiques qu'on faisait. On crée une université à Lomé, on a toutes les facultés. On crée une université à Kara, on a toutes les facultés. On crée une université à Tapamé. Non. Je crois qu'on doit faire comme les autres pays, comme le Ghana, comme le Nigeria, comme le Bénin, et qu'on sache que quand on est dans telle région, compte tenu des réalités du milieu, voilà l'université qu'on peut créer. Est-ce que c'est une université de sciences? Est-ce que c'est une université à l'école? Est-ce que c'est une université technique? Qu'est-ce qu'il faut faire là-bas? C'est ça ce qu'il faut. Donc ce qui est déjà parmi, il y a un impact de tomber. Et allez voir dans quelles conditions les étudiants de l'EVA apprennent et font leur formation. Est-ce qu'on pense qu'on veut former des gens aptes à aller sur le terrain ou bien on veut seulement former encore des intellectuels laissés sur le carreau dans le pays? C'est ça la réalité. Donc je crois que si nos autorités voudraient vraiment faire
déconcentrer l'université, créer d'autres unités universitaires à l'intérieur, qu'ils y pensent réellement, que ça ne soit pas des copies-collées parce que tel pays, la France a financé, parce que le Japon a voulu donner des dons, la Chine a voulu faire ceci. Donc nous croyons que nous devons dépasser cette étape-là. Que nous aussi, nous investissions dans l'humain, hein, pour qu'on puisse décoller comme ce pays-là qui nous aide aujourd'hui. La Chine, au moment où le Togo avait accédé à l'indépendance en 1960, la Chine n'était rien. Au moment où le Togo a accédé à l'indépendance, la Malaisie, tout ça, nous appelons les RPI, là, les nouveaux pays industrialisés, ils n'étaient rien devant le Togo. Mais voilà là où nous en sommes jusqu'au jour d'aujourd'hui. Merci, à tout à l'heure. Ne pas former pour le beau yeux des partenaires. Alors, nouvelle service, vous allez passer après au service commercial parce que là, nous avons parlé dans cette émission de votre formation. Est-ce que vous formez pour être consommé directement sur le marché de l'emploi? C'est important. Oui, le problème aujourd'hui qui se pose à nous, c'est la base que nous donnons à nos jeunes frères. Je donne un simple exemple. Chez nous, nous avons par exemple la formation en maintenance, mais vous voyez une seule personne qui s'inscrit par filière. Mais quand vous dites secrétariat, tout le monde veut faire le secrétariat. Donc ça veut dire d'abord, il y a un problème. On veut la facilité? Non, en dehors de la facilité, nos jeunes frères, depuis la base, il faut qu'on leur donne la notion de la pratique. C'est-à-dire, d'abord, nous sommes éduqués à la bureaucratie que bon, certains métiers pratiques, nous trouvons que ça là, bon, c'est pas ça le confort. Non, pas compliqué, ça ne correspond pas à quelqu'un qui a été à l'école. Donc il y a d'abord cette réalité là. Et pourquoi tu n'en parlais pas? Tu n'es jamais venu dans cette journaliste pour dire. C'est aujourd'hui j'ai eu l'opportunité. Oui, que les gens préfèrent plutôt secrétariat au lieu de maintenant. Alors que si vous ne maintenez pas votre appareil, le secrétaire ne peut pas travailler, ou la secrétaire ne peut pas tourner son secrétariat. Permettez-moi de marcher sur la langue de M. Padé. En fait,